Bonjour, docteur Laurent Taillade et Sophie Robillard. Vous avez reçu une bourse en 2020 de la Fondation Gattefossé pour un projet de mise en place de l'aromathérapie à la maison médicalisée Jeanne Garnier à Paris en soins palliatifs. Vous allez nous raconter votre expérience et rappeler les étapes incontournables pour la réussite d'une mise en place. Docteur Laurent Taillade, vous êtes médecin à la maison médicalisée Jeanne Garnier depuis un peu plus de 3 ans, après avoir exercé 11 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris comme oncologue. Pouvez-vous nous décrire rapidement la maison médicalisée Jeanne Garnier? Oui, la maison médicale Jeanne Garnier est un établissement exclusivement de soins palliatifs, avec au total 81 lits, ce qui en fait l'établissement de soins palliatifs le plus grand en France en termes de nombre de lits. Il est situé dans le 15e arrondissement de Paris. Plus de 200 professionnels y travaillent. Il comporte 6 unités qui sont réparties sur 3 étages. Et nous accueillons des patients qui, en général, sont âgés, en moyenne 70 ans, et qui présentent des pathologies graves, souvent incurables et malheureusement souvent à un stade terminal. Alors, la très grande majorité des patients présentent un cancer en situation palliative, mais nous accueillons dans 15% des cas des patients qui présentent d'autres pathologies, comme des maladies neurodégénératives, sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, ou des patients qui ont une insuffisance d'organes, insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale. Sophie Robillard, vous êtes infirmière à la maison médicalisée Jeanne Garnier depuis 6 ans et vous avez été l'initiatrice de la mise en place de l'aromathérapie. Pouvez-vous nous raconter comment ce projet est arrivé chez Jeanne Garnier? Oui, bonjour. Écoutez, c'est une belle histoire en fait. Ça a démarré en 2017 parce que j'ai eu la chance à ce moment-là de faire une formation en olfactothérapie avec une aromacologue qui s'appelle Patty Kanak. Et ça a été pour moi vraiment, je pense, une vraie découverte du monde des odeurs que je ne connaissais pas, parce que c'est un sens qui est quand même assez peu utilisé et assez peu mis en valeur. Et ça a été aussi pour moi une découverte de l'intérêt des approches complémentaires dans les soins. Et donc, de fil en aiguille, c'est cette découverte du monde des odeurs qui m'a menée à l'aromathérapie. Et j'ai cherché en fait des formations qui pourraient faire un point de départ. J'ai trouvé une formation que j'ai suivie à Paris en 2018, qui était dispensée par l'IPAL, qui est l'Institut provençal d'aromatologie en Luberon, et qui s'appelait aromathérapie et soins palliatifs, donc très appliqué à ce que je voulais faire. Il se trouve qu'un de mes collègues s'était inscrit à la même formation, donc on l'a suivi ensemble. Et très rapidement, en fait, l'idée est venue de monter un projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire et que c'était très riche. Donc, on a eu tout de suite l'envie de faire un projet d'envergure. Donc, c'était un beau démarrage. Sauf que ce collègue est parti assez rapidement en province, donc je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis vite rendu compte que toute seule, j'y arriverais pas parce que c'était trop lourd pour moi. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'associe à quelqu'un et que ce serait super si ça pouvait être un médecin. Donc, j'ai sollicité différents médecins qui n'étaient pas forcément disponibles à Jeanne Garnier, mais Laurent s'est montré très intéressé tout de suite et a tout de suite dit oui. Et vraiment, merci Laurent, parce que c'était, je crois, le point de départ d'un très beau projet, parce que la présence d'un médecin donne beaucoup de crédibilité et de poids dans un projet comme ça. Donc, voilà, ce que j'aurais envie de dire pour démarrer, c'est qu'ensemble, on est plus fort. En fait, démarrer un projet à plusieurs, c'est un gage de sécurité et puis parce que ça soutient et que ça enrichit. Docteur Laurent Taillade, en tant que médecin, pour quelles raisons avez-vous accompagné Sophie dans ce projet et dites-nous quelles ont été les premières étapes? Alors c'est vrai que lorsque Sophie m'a proposé de participer au projet au début de l'année 2019, honnêtement, je connaissais assez peu l'aromathérapie. Par contre, ce qui m'a d'emblée intéressé, c'était l'approche non médicamenteuse qui s'intègre, à mon avis, parfaitement aux soins palliatifs et à ses valeurs. Par ailleurs, je trouve que ce type d'approche qui peut être proposée aux patients par chaque soignant est très précieuse, que l'on soit infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, psychomotricien, médecin. On peut proposer l'aromathérapie, on peut y penser, et cela valorise l'approche pluridisciplinaire qui est très précieuse en soins palliatifs, à mon avis. Tout d'abord, j'ai lu de la littérature médicale sur le sujet. En 2019, j'ai participé également à une formation de 4 jours, la même que celle de Sophie, sur l'aromathérapie en soins palliatifs avec l'IPAL. Se former et apprendre est, à mon avis, la première chose à faire, évidemment.
Par la suite, nous avons travaillé avec Sophie sur les symptômes que nous pouvions traiter grâce à l'aromathérapie, en essayant tout de même de rester assez modeste sur les objectifs à atteindre, en particulier sur le nombre de protocoles que nous allions mettre en place. Alors, nous avons déterminé 3 indications dans un premier temps: l'anxiété, les nausées et le traitement des odeurs avec un protocole assainissant. Donc, au total, nous avions élaboré 6 protocoles d'aromathérapie. Ensuite, nous avons présenté notre projet à notre directrice d'établissement et notre directrice des soins infirmiers. Le projet a été tout de suite très bien accueilli et soutenu. Dans la foulée, nous avons organisé une formation d'1h30 qui était à destination des équipes soignantes en présentant notre projet d'aromathérapie. Et puis quelques mois plus tard, on a organisé également une journée de formation à laquelle 15 soignants référents ont participé. Sophie, vous avez poursuivi votre formation avec le DU d'aromathérapie clinique à l'Université de Dijon en 2020 et utilisé des ressources documentaires importantes pour la construction de ce projet. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela vous a aidé et quelles sont ces ressources documentaires importantes? Déjà, le mot de formation est déjà beaucoup revenu. Je pense que vraiment, la formation, c'est une des clés de la réussite, parce que ça va apporter de la crédibilité, de la légitimité pour un projet. On ne peut pas parler de quelque chose si on ne maîtrise pas bien. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire, après cette formation avec l'IPAL, le DU d'aromathérapie scientifique à visée clinique, qui est dispensé par la fac de Dijon. Et vraiment, ça a été un apport très, très bénéfique et très complet. Parce que ce DU d'aromathérapie clinique, il est parfaitement adapté parce que très axé sur la pratique professionnelle. Alors pour moi, je dirais que l'atout principal, ça a été de passer d'une démarche tout public à une démarche scientifique. En fait, c'est vrai que ça m'a forcé à travailler, à me familiariser de nouveau avec les noms de molécules qui étaient un petit peu lointains pour moi. J'étais forcée d'apprendre par cœur et ça, c'était vraiment un exercice important parce que ça permet après d'établir des protocoles de façon sécuritaire. Après, il y avait d'autres avantages aussi à ce DU, c'est que j'ai pu rencontrer d'autres professionnels et je trouve que c'est important quand on monte un projet de créer un réseau, d'échanger, confronter des avis. Puis aussi, moi depuis le début, je le constate tout le temps, c'est que l'aromathérapie, c'est une vraie aventure humaine. On rencontre plein de gens qui sont extrêmement motivés. Et donc, quand je parle de réseau, c'est un réseau très, très riche et on rencontre beaucoup de gens sur lesquels on peut s'appuyer. Alors après, on parlait aussi de documents de référence. Nous, s'il y a un document que je peux citer, c'est celui-ci. C'est l'argumentaire qui est rédigé par un consensus d'experts et qui s'appelle « Aromathérapie scientifique, préconisation pour la pratique clinique, l'enseignement et la recherche ». Alors, vous trouverez ce document sur Internet et notamment sur le site de la Fondation. Alors nous, ça a été vraiment notre instrument de travail, notre document de référence. On s'est appuyé dessus du début à la fin pour établir le projet pas à pas, avec beaucoup de rigueur. Et à chaque fois, on savait qu'on trouverait la réponse à nos questions. Et donc, ça nous a permis, je pense, d'avancer avec sérieux. Voilà. Et vous, Laurent ? Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose ? Je pense effectivement qu'il faut travailler sur plusieurs axes. Tout d'abord, Sophie l'a dit, mais former le personnel, communiquer sur le projet, c'est essentiel. Travailler avec la pharmacie de l'établissement avec laquelle nous établissons les commandes à la fois de matériel et d'huile essentielle. Nous avons travaillé également avec notre service informatique de façon à intégrer l'ensemble des protocoles dans notre logiciel de prescription de traitement. Et nous avons insisté pour que chaque protocole soit prescrit par un des médecins de l'unité. Cela rassure également les équipes soignantes. On a également réfléchi sur le type de matériel que nous devions acquérir, en particulier sur les diffuseurs, par exemple. On a choisi des diffuseurs à heure pulsée pour leur facilité d'utilisation et d'entretien. Nous avons également acheté des coffres sécurisés, un coffre par unité, dans lequel sont stockées à la fois les huiles essentielles et les diffuseurs. On a un local de stockage également, dans lequel nous stockons également les huiles essentielles et le matériel.
On travaille également sur l'hygiène et l'aromathérapie, comment recueillir les flacons vides, comment les nettoyer, comment entretenir les diffuseurs. Nous rencontrons de temps en temps également notre directeur financier pour établir un budget prévisionnel qui prend en compte l'ensemble des dépenses liées à l'aromathérapie. Et puis régulièrement, nous rencontrons notre directrice d'établissement pour faire un point, pour valider les différentes étapes du projet d'aromathérapie. Sophie, pouvez-vous nous dire en quoi la bourse de la Fondation vous a aidé à faire cette mise en place et à réussir? Il y a eu un impact extrêmement riche d'obtenir cette bourse. Tout d'abord, je crois que c'était une grande satisfaction pour nous deux parce que c'était une reconnaissance de notre travail et qu'on était content de voir que notre démarche était la bonne. Forcément, ça donne de la confiance et puis ça stimule pour avancer. Ensuite, au niveau institutionnel, je crois que ça a été une grande chance parce qu'on a donc recevoir 5 000 €. C'est une aide très concrète et très substantielle qui me permet de démarrer assez librement un projet. Ça nous a aidé pour l'achat d'huile, pour l'achat également de diffuseurs. Et puis, on a pu payer une journée de formation supplémentaire sans avoir à demander tout le temps d'argent. Donc, on se sentait plus libre, en fait. Et en fait, ce que je dirais, c'est que surtout, à mes yeux, l'apport essentiel de la remise de cette bourse, c'est la reconnaissance scientifique que ça représente, parce que la Fondation, c'est une institution de référence en aromathérapie, il y a un comité scientifique qui est constitué d'experts, et je crois que ça a conféré en interne à notre projet beaucoup de légitimité. Et en plus, il se trouve qu'on a reçu la bourse au moment où on lançait le projet, donc tout ça, c'est très bien articulé. Et puis sur le plan humain, enfin, je trouve que c'est un partenariat qui est très riche. Enfin, on le voit aujourd'hui avec l'organisation de ce webinaire, parce que les liens ils se prolongent après l'obtention de la bourse. Donc, on apprécie beaucoup les liens avec la Fondation. Et là aussi, je parlais de l'aventure humaine. Ça fait partie de l'aventure humaine. Voilà maintenant 1 an que vous avez eu cette bourse. Peut-on déjà parler d'un premier bilan? Oui, alors en fait, nous, on est à 6 mois. Ça fait 6 mois. 6 mois mise en œuvre. On a démarré en octobre. Et oui, on peut parler déjà d'un premier bilan, parce qu'on évalue régulièrement l'efficacité des protocoles. Et d'ailleurs, alors je tiens à dire que l'évaluation, c'est vraiment aussi un des points clés pour la pérennisation d'un tel projet. Et la Fondation avait beaucoup insisté sur ce point parce que souvent, c'est un point d'achoppement des projets. Donc nous, on a essayé de mettre l'accent sur l'évaluation dès le début, en mettant en place une fiche d'évaluation la plus simple possible, parce qu'on savait très bien que les équipes auraient du mal à évaluer et que c'est toujours une contrainte supplémentaire, donc on voulait que ce soit très simple. Voilà, on a une fiche qui est à remplir. Pour l'instant, c'est pas à remplir informatiquement, mais elle est remplie sur papier et donc elle permet d'évaluer l'efficacité et l'agréabilité. Moi, j'ai inventé ce terme-là parce que je trouve que c'est important en aromathérapie, parce que l'aromathérapie, c'est efficace et c'est agréable. Et donc, on apprécie ces 2 critères du point de vue du patient, s'il est en capacité de communiquer, de la famille, parce que très souvent, la famille va s'exprimer et dire que c'est très agréable ou que ça paraît vraiment efficace ou pas. Et puis, de la part des soignants. Donc, ces fiches, elles sont remplies par le personnel et ensuite, nous, on les récupère et on les saisit informatiquement. Et globalement, on est vraiment content parce que les équipes le suivent bien, même s'il y a des moments un peu d'infléchissement. C'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, les équipes sont très sollicitées, pas toujours la tête à ça, mais globalement, elles le suivent bien. On a la chance aussi d'avoir entrepris un travail, parce qu'on a un pôle recherche à Jeanne Garnier, donc le pôle recherche nous soutient et s'est proposé de nous aider. Et donc, on a pu présenter très récemment un premier bilan de la mise en œuvre du projet lors de formations en interne. On a eu 2 séances d'1 heure d'information. Et donc, on a présenté les premiers résultats qui sont vraiment encourageants, que ce soit en termes d'efficacité et d'agréabilité. Et puis aussi d'adhésion au projet de la part des soignants, parce que le pôle recherche avait mis en place un questionnaire à destination des soignants et qui a pu montrer que globalement le personnel s'était bien approprié le projet. Voilà, donc c'est les premiers résultats, c'est très encourageant pour la suite.
D'accord, merci Sophie. Et vous, Laurent, vous pouvez nous parler peut-être des prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes. Actuellement, nous travaillons sur d'autres protocoles d'aromathérapie, travaillons particulier sur la douleur en soins palliatifs et l'apport éventuel de l'aromathérapie. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser une journée de formation sur ce sujet spécifique. Donc, c'est une des prochaines étapes. Nous sommes également en train de constituer un groupe aromathérapie, un groupe de soignants qui se réunira régulièrement pour justement travailler sur la réévaluation des protocoles existants, sur la création de nouveaux protocoles, sur d'autres initiatives. On a également créé une gazette de l'aroma. Alors, je vais vous en montrer un petit exemplaire, qui est une feuille recto verso sur l'aromathérapie. Qui donne des nouvelles sur le projet, l'avancement du projet, sur les principaux enseignements de l'aromathérapie dans l'établissement. On le publiera normalement tous les trimestres et c'est à destination de l'ensemble des professionnels. Un de nos objectifs également, c'est de continuer, comme l'a dit Sophie, à travailler avec le pôle recherche. Peut-être qu'à terme, nous pourrons établir un protocole de recherche sur l'intérêt d'une huile essentielle dans certains symptômes en soins palliatifs. Et c'est vrai que l'aromathérapie complète parfaitement l'offre de soins qui existe déjà en soins palliatifs, en particulier complète les traitements médicamenteux classiques et s'intègre parfaitement dans un établissement de soins palliatifs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Laurent et Sophie. Maintenant, je vais vous demander le mot de la fin pour tous ceux qui vous écoutent et qui voudraient finalement mettre en place une démarche d'aromathérapie à l'hôpital. Sophie, vous commencez? Oui, alors moi, mon mot de la fin, ce serait évidemment lancez-vous dans l'aventure. Allez-y, mais pas n'importe comment. Donc, pas seul. Donc, associez-vous, si possible, avec un médecin. Si vous êtes infirmier, parce que ça apporte énormément de légitimité, j'en ai parlé. Formez-vous, évidemment, formez-vous pour être crédible et légitime. Et faites former aussi le personnel. Nous, on a mis en place, là, on va mettre en place des journées de formation pour former le maximum de personnes en interne. Et puis, avancer avec rigueur et patience, sans craindre d'y passer beaucoup de temps parce que c'est chronophage. Mais j'ai envie de dire que si on a de la patience, les huiles font le reste parce que les huiles, ça se diffuse au sens propre comme au sens figuré. Donc, les bienfaits, ils vont se diffuser comme le font les huiles. Et puis, servez-vous des patients parce que les patients, c'est les meilleurs ambassadeurs. Quand ils sont contents, ils le disent. Et moi, j'ai souvent demandé aux patients, quand ils me disaient « c'est magique votre truc » ou alors « c'est le paradis », je leur disais, vous en avez parlé au médecin? Et alors, ils disaient, ah ben non, voilà. Et donc, le travail s'est fait tout seul. Merci Sophie. Et vous, docteur Laurent Taillade? Oui, je rejoins un petit peu Sophie sur les différents points. Se former, c'est à mon avis essentiel. C'est important qu'il y ait des professionnels qui connaissent la théorie de l'aromathérapie, comment on l'utilise en pratique. Être accompagné par une équipe, on ne peut pas être seul pour avancer dans un tel projet, surtout dans les grands établissements, dans les grands hôpitaux en particulier. Continuer à communiquer avec les référents d'autres établissements, des référents comme dans la fondation Gattefossé. Je pense qu'il faut être également prudent dans la mise en place du projet. Il faut développer une aromathérapie sécuritaire pour rassurer que ce soit bien sûr les patients et aussi les professionnels sur l'utilisation de l'aromathérapie. Il faut être modeste également dans ses objectifs, surtout au début, lorsqu'on se lance dans l'aromathérapie, de façon à pouvoir s'inscrire un petit peu dans la durée, ne pas proposer d'emblée trop de protocoles d'aromathérapie. Et puis, on en a beaucoup parlé, mais l'évaluation, toujours réévaluer les protocoles, essayer de s'adapter aux besoins, afin d'apporter un mieux-être à la fois pour les patients, pour leurs proches et aussi pour les professionnels de santé. Merci docteur Laurent Taillade, merci Sophie Robillard pour votre témoignage et bonne suite à vous. Merci. Bonjour docteur Anne Besselièvre, bonjour Isabelle Martin, bonjour Rebecca Humeau.
Vous faites partie de l'équipe du CHU d'Angers et vous allez nous parler de vos expériences en aromathérapie clinique que vous pratiquez depuis de nombreuses années à l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers et au CHU. En effet, en 2014, vous avez obtenu le premier prix de reconnaissance de la Fondation Gattefossé suite à vos communications sur les bénéfices de l'aromathérapie clinique comme approche non médicamenteuse en soins palliatifs. Vous allez donc nous raconter votre expérience dans l'utilisation de ces protocoles depuis de nombreuses années. Docteur Anan Besselièvre, vous êtes médecin gériatre et vous travaillez depuis 25 ans à l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet d'aromathérapie a démarré dans votre service en 2012 ? Bonjour et merci de cette invitation. Effectivement, je tiens à vous remercier pour votre invitation pour ce partage d'expérience. Remercier également Isabelle Martin et Rebecca Huneau d'avoir accepté de m'accompagner dans ce témoignage. En fait, ce projet a débuté en 2009 suite à des rencontres que j'avais eues, des partages d'expérience avec un cadre de santé avec qui je travaillais et avec l'équipe de soins palliatifs du CHU d'Angers. Dans la structure, plusieurs approches non médicamenteuses étaient déjà développées. L'aromathérapie nous a paru être une autre approche complémentaire qui pouvait nous aider dans la prise en soin de nos résidents polypathologiques. Et ceci notamment dans certaines situations où la réponse médicale classique, les approches médicamenteuses, ont toutes leurs limites. Nous cherchions des solutions plus adaptées, complémentaires aux thérapeutiques classiques. Donc, ce projet a été porté par le groupe de travail CLUD Soins palliatifs que je présidais à l'époque. L'utilisation des huiles essentielles a pu rapidement se développer grâce à l'adhésion de l'ensemble des médecins, de la pharmacienne Isabelle, des cadres de santé, des soignants et de la direction. Et cela a été vraiment un atout, cette cohésion d'équipe pour la mise en place et le développement de l'aromathérapie dans des bonnes conditions sécuritaires. La mise en place a été facilitée par le soutien de la Fondation de France et la Fondation J.M. Bruno, qui a retenu notre projet en 2010 et qui a pu nous financer au départ. Donc, dès le départ, il était important pour nous d'acquérir une formation solide en aromathérapie, parce que je n'en avais pas, et pour être sécuritaire à la fois pour nos résidents, mais aussi pour les soignants. Nous avons d'abord organisé une formation sur site de 3 jours, et puis nous avons démarré très progressivement l'utilisation des huiles aromatiques. D'abord, en développant peu de protocoles et en ayant une démarche avec des protocoles bien établis et en les évaluant. Les huiles essentielles ont d'abord été utilisées contre la lutte contre les mauvaises odeurs et l'anxiété. Elles ont été associées à des huiles végétales pour la réalisation de soins relaxants. Des enquêtes ont été faites auprès des résidents, des familles et également auprès des soignants. Et les résultats, nous les avons résumés dans un article qui est paru en 2012 dans la revue de gérontologie, celle de septembre-octobre, donc auquel vous pouvez vous référer. On montre l'impact favorable de la diffusion sur les mauvaises odeurs, sur l'ambiance de soins, mais aussi tout l'intérêt dans la réminiscence du vécu antérieur. Les touchés relaxants montrent un net bénéfice dans les troubles du sommeil, de l'anxiété et également dans les troubles psychomoteurs, notamment dans le cadre des maladies Alzheimer et apparentées. Donc, c'est une nouvelle approche, une nouvelle appropriation des soins par les soignants. Ils exprimaient le fait que pour eux, c'était un outil supplémentaire. Enfin, en 2014, donc, on a eu le prix de la Fondation Gattefossé qui nous a permis de rebondir encore un peu plus. Et cela nous a permis de poursuivre la formation des soignants
de nous inscrire, Isabelle et moi, au DU d'aromathérapie clinique de Strasbourg, où nous avons eu la chance de bénéficier des compétences du professeur Lobstan et du docteur Quick-Marigny. Nous avons réalisé plusieurs échanges d'expériences au décours de congrès ou dans d'autres circonstances. On a été interpellés par d'autres équipes qui voulaient bénéficier de notre expérience et qu'on a accompagné au départ de la mise en place de l'aromathérapie dans leur structure ou dans leur établissement. Et notamment, là, je pense dans un service de psychiatrie du secteur du centre hospitalier à Angers. Enfin, d'autres protocoles ont été mis en place. Merci, docteur. Isabelle, vous êtes pharmacienne hospitalière et vous travaillez depuis 11 ans à l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers. Vous étiez donc en charge de commander les huiles essentielles et vous avez aussi travaillé sur le choix des huiles essentielles pour les protocoles. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, bonjour tout d'abord. Alors, comme vous l'a dit le docteur Besselièvre, nous avons fait le DIU d'aromathérapie clinique de la faculté de Strasbourg en 2015. Alors moi, ce qui m'a surtout marqué au départ, c'est que nous y avons appris que la qualité d'une huile essentielle est primordiale si l'on veut pratiquer l'aromathérapie. Alors c'est des huiles essentielles certifiées bio, et puis des huiles essentielles dont le fournisseur va pouvoir nous donner la composition chimique précise grâce à des chromatographies que l'on peut demander. Ainsi, on pourra savoir si ça contient des cétones, ce qui peut être préjudiciable pour nos soignants et pour nos résidents ou patients. Donc, on va avoir la composition précise grâce à cette chromatographie. Donc moi, j'ai pris le parti, mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements, de m'associer à cette démarche. Et comme c'était quand même un produit chimique, je me suis dit, il faut que la pharmacie référence des huiles essentielles, ce qui n'est pas le cas partout. Donc il y a quand même quelques huiles essentielles qui sont à la pharmacopée européenne, et donc c'est quand même, à mon avis, dans les compétences du pharmacien de référencer ces huiles. Donc, moi, j'étais en charge de garantir la qualité des huiles, c'était surtout ça, mais le choix à proprement parler des huiles essentielles, il a été fait avec un groupe de travail, par un groupe de travail, médecins, cadres et moi-même notamment, à partir de ce que nous avions appris à Strasbourg et en adéquation avec la population accueillie. Donc, de façon très sécuritaire, nous avons rédigé des protocoles. Nous les avons validés et nous avons terminé par faire un classeur d'aromathérapie qui était propre au pôle médico-social avec des fiches sur les différentes plantes, avec tous nos protocoles de réunis. Enfin, c'était je dirais pas une bible pour les soignants, mais ça permettait aux soignants, on en avait mis un dans chaque résidence, donc tout le monde pouvait consulter ce classeur avec les indications, les contre-indications, s'il y avait une intoxication, enfin tout y était. On en était assez fiers, c'était un beau classeur, ça avait été fait en couleur et c'était dans la gestion du documentaire de l'établissement. Alors nous avons donc l'huile essentielle, on travaille beaucoup avec l'huile essentielle de lavande fine ou officinale. C'est très utilisé actuellement dans l'établissement. On utilise aussi son analogue chimique qui est le petit grain bigarade avec un composant majoritaire qui est un ester et qui est l'acétate de linalyle et qui a des propriétés apaisantes. Si on utilise ces huiles essentielles, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits, d'articles, il y a même des thèses. On sait que ce sont des huiles qui ont prouvé leurs propriétés, qui sont extrêmement sécuritaires dans la population que l'on accueille. Donc, ensuite, alors le DU de Strasbourg nous a permis d'aller un peu plus loin. On a utilisé des huiles en percutanées pour des douleurs articulaires, contre les pleurites, mélangées à des huiles végétales. Donc, c'est tout ça que le DU de Strasbourg nous a permis de savoir si on était sécuritaire ou pas. Donc là, pareil, on a rédigé des protocoles qu'on a inclus dans ce classeur et
Et voilà, donc, et puis, on a aussi utilisé la lycée citronnée contre les plaies malodorantes. Alors, c'est en cela que le DU d'aromathérapie a été très utile parce qu'on a, avec la composition chimique des huiles, on a pu savoir si on était toxique, etc. Par exemple, on a aussi utilisé les huiles essentielles comme antiseptiques en diffusion, notamment quand il y avait des périodes où il y avait des grippes, des rhumes avec l'eucalyptus et le citron, uniquement dans les chambres des résidents. Donc, comme vous l'a dit Anna tout à l'heure, on progresse lentement et encore pas tellement, mais on a décidé vraiment de référencer un petit nombre d'huiles essentielles sécuritaires et notre but c'est quand même de bien les utiliser. Donc on a, on va dire, une dizaine d'huiles essentielles avec 2 qui sont très utilisées, la lavande, le petit grain bigarade un petit peu moins, mais voilà, utiliser peu d'huile, de qualité et afin de très bien les utiliser. D'accord, merci Isabelle pour ces précisions. Docteur Besselièvre, pouvez-vous nous parler maintenant d'autres protocoles que vous avez mis en place après cette première phase, je dirais, de diffusion? Voilà. Alors, nous avons démarré par la diffusion, car ça semblait plus simple. Il n'y avait pas d'application cutanée, pas d'ingestion. On s'est dit, au départ, on n'était pas encore très bien formé en se disant, bon, la diffusion, on ne s'engage pas trop en gros. Mais après, avec l'expérience, c'est probablement une des approches qui est plus complexe par rapport aux autres choix, aux autres voies d'abord possibles. Et ça, c'est important à savoir. En effet, se posent plusieurs questions pour la diffusion. Se pose la question des composés volatiles organiques quand même qui sont diffusés. Se posent les problèmes de mise en place des diffuseurs, d'achat des diffuseurs, d'entretien des diffuseurs, qui dans une structure où le turnover des soignants est important, c'est pas simple pour mener le projet sur du long terme. Et puis dernièrement, avec l'épidémie Covid, nous on avait des diffuseurs à eau, à ultrasons, donc on a acté de ne pas les utiliser depuis le début de cette épidémie. Donc nous avons développé donc d'autres moyens. L'aromathérapie peut s'utiliser autrement que par diffusion, en utilisant notamment les aromastiques. Donc c'est des sticks dans lesquels on met une dizaine de gouttes d'huile sur un coton-tige qui est refermé. C'est comme les sticks qu'on peut acheter en pharmacie. Ces sticks ont une durée de vie de 2 mois facilement, ils restent efficaces et ils sont individuels à la personne. Et cela permet aux patients d'être autonomes dans l'utilisation de l'olfaction, de cette aromathérapie par olfaction. Et je pense que l'olfaction est vraiment insuffisamment utilisée dans nos moyens médicamenteux. C'est tout un champ qui reste à développer. Il y a un prix Nobel dernièrement d'ailleurs qui a été primé au niveau chimie sur l'intérêt d'olfaction dans tout le système neurologique, neurocérébral. Donc je pense qu'il y a des gros progrès, des grosses recherches à faire de ce côté-là. Donc ce stick peut être utilisé par le patient et ça c'est intéressant notamment dans certaines prises en charge de soins palliatifs où cette autonomie, où on redonne un peu d'autonomie dans le peu de gestion que peut se permettre ce résident patient. Et donc nous l'avons utilisé aussi pour des indications, dans des indications d'anxiété, de nausées, d'infections respiratoires. On a mis aussi des gouttes par rapport à tout le côté mauvaise odeur, ambiance de bien-être. On continue à utiliser les huiles essentielles sur des compresses. C'est moins intéressant que par la diffusion, mais ça permet au moins d'avoir une réponse transitoire
hein, dans cette utilisation-là. Et enfin, les huiles essentielles sont utilisées par voie cutanée en application. Et c'est vraiment une voie qui est intéressante, hein, parce que facile, ne prend pas chronophage au niveau des soignants. Donc là aussi, c'est intéressant. Alors, c'est utilisé pour les soins de détente en association aux huiles végétales. Et là, c'est le toucher relaxant, le toucher relationnel. On en rediscutera. C'est vrai qu'il y a ce temps soignant quand même qui est nécessaire. Dans les troubles de sommeil et l'anxiété, hein, comme disait Isabelle, on utilise beaucoup la lavande et le petit grain bigarade dans cette indication-là. Dans les douleurs neuromusculaires, on l'a utilisé aussi. Et dans les prurites, dans des contextes de sécheresse cutanée. On a mené une étude en lien avec la faculté de pharmacie et notamment avec Corinne Lefrançois sur l'utilisation du titri pour les mycoses cutanées. Et ça a été le sujet de notre mémoire du DU d'aromathérapie. Donc c'était une étude intéressante avec des calculs de CMI, c'est-à-dire de concentration minimale inhibitrice, etc., qu'a réalisé la faculté de pharmacie et qui montrait la nette, en tout cas, grande efficacité du titri dans ces indications-là. On utilise le titri aussi dans les onychomycoses inguales. Et enfin, ponctuellement, on l'a utilisé dans certaines prises en charge qui étaient vraiment bloquantes sur le plan médical. Et là, je pense à un patient immunodéprimé qui avait une aphthose importante au niveau buccal et pour lequel on avait fait une association d'huile essentielle, notamment avec du laurier noble. Ou un autre patient qui était suivi en chirurgie plastique pour un ulcère en impasse thérapeutique depuis plusieurs mois et pour lesquels je leur avais suggéré, proposé d'essayer un traitement d'aromathérapie et ils étaient d'accord et c'était intéressant d'avoir cette ouverture à cette pratique quand même qui est nouvelle. Je m'étais mis en lien aussi avec les équipes de Strasbourg et notamment avec Catherine Maranzana pour échanger sur leur expérience et on avait établi un protocole avec vraiment une réponse très intéressante pour ce patient. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais à présent me tourner vers Rebecca Humeau. Vous êtes masseur kinésithérapeute en soins palliatifs au CHU d'Angers depuis 34 ans. Et vous avez pratiqué l'aromathérapie pendant 2 ans, entre 2013 et 2015, au CHU d'Angers. Pouvez-vous nous raconter votre expérience ? Bonjour. Avant, je vais me permettre de faire une petite correction. Je suis à l'hôpital d'Angers depuis 34 ans, mais je suis sur l'unité fixe de soins palliatifs depuis 2013. Voilà, juste cette petite correction. Mais effectivement, j'utilise l'aromathérapie dans mes touchés relationnels. Alors moi, j'utilise pas le mot massage, où je fais très attention à l'utilisation du mot massage, parce qu'à l'hôpital, on a des patients très douloureux, on a des patients qui peuvent être sous anticoagulants, donc on adapte nos techniques et ce sont des gestes doux, des pressions glissées douces ou des effleurages. Alors, quand je suis arrivée en 2013 à l'unité de soins palliatifs, ce service avait déjà mis en place des protocoles en aromathérapie. Et pendant 2 ans, j'ai pu découvrir les effets magiques de 5 huiles. 5 huiles essentielles. Donc, il y avait la lavande fine et l'eucalyptus citronné pour procurer de la détente musculaire. Il y avait le laurier noble aussi pour toutes les douleurs neuropathiques. Le basilic pour les douleurs abdominales. Et l'amande poivrée en olfaction sur une compresse pour les maux de tête et les nausées. Pour les massages, chaque huile était diluée à peu près 10% dans une huile de tournesol biologique avant application. Et malheureusement, en 2015, l'aromathérapie a été mise en stand-by. Et là, j'ai vraiment compris ce que l'on perdait dans la qualité des soins avec le patient. Alors, racontez-nous justement qu'est-ce que ces huiles ont apporté dans vos soins.
Alors, tout d'abord, l'utilisation des huiles essentielles permet d'améliorer la relation soignant-soigné. Les touchés relationnels aromatiques commençaient toujours par une discussion avec le patient autour des odeurs et je lui faisais choisir l'huile essentielle qu'il préférait en le faisant sentir au flacon. Le patient donc était acteur de son soin. Après le toucher relationnel, le patient va garder cette odeur un moment sur lui et l'effet du soin est prolongé. Quand j'utilisais les huiles essentielles, il m'arrivait de partager des moments d'échange avec les familles qui profitaient et qui étaient sensibles aussi à ce moment olfactif. Alors, l'aromathérapie est un vrai plus pour le masseur kiné et en plus, ça rajoute pas de temps supplémentaire. Ça procure en plus un plaisir olfactif. J'avais fait une petite enquête auprès de mes collègues pour voir si leur pratique en toucher relationnel était liée au support. Est-ce que, en comparant les huiles essentielles, des huiles végétales et puis des crèmes pharmaceutiques. C'était très intéressant de voir que nous pratiquions moins d'effleurage avec les produits non odorants ou moins agréables à appliquer. Je me suis d'ailleurs rendu compte que j'avais moi-même fait beaucoup moins de massages quand on a arrêté l'aromathérapie. La dernière chose, c'est que ce soin aromatique est 100% naturel. Il y a deux composants, une huile végétale et une huile essentielle biologique. Et je pense que c'est mieux d'appliquer ça à un patient qui reçoit plein de médicaments à la place de produits commerciaux remplis de conservateurs et d'excipients. Merci beaucoup Rebecca. Merci à toutes les quatre, enfin à toutes les trois, pardon. Une nouvelle équipe Aroma se crée donc au sein du CHU d'Angers avec la sous-commission moyens non médicamenteux. Quels vont être vos objectifs pour la suite, Anan? Alors effectivement, vous avez bien vu que l'approche de l'aromathérapie est une approche complémentaire très intéressante, notamment en soins palliatifs. Cette approche est une réponse à disposition notamment des équipes de nuit. Et ça aussi, on n'en a pas parlé beaucoup des équipes de nuit, mais je voulais quand même faire une parenthèse à ce sujet-là parce que ça leur permet d'avoir une certaine autonomie dans les applications et d'éviter certains protocoles médicamenteux pas toujours indiqués. Et puis, je voulais rapporter aussi, avant de répondre par rapport à la question sur la suite, le travail qui avait été fait pour un mémoire réalisé par Madame Lemar, qui était cadre de santé chez nous, auprès de soignants volontaires et qui ont bénéficié d'un temps bref de toucher relaxant au niveau des mains avec des huiles végétales et des huiles essentielles au décours de leur travail, donc à la fin de leur journée de travail, et qui a noté vraiment un net bénéfice pour les soignants. Et là, on est dans le champ de soutien soignant, de qualité au travail. Je pense qu'il y a aussi toute cette partie-là qui est intéressante et qui a à réfléchir. Actuellement, c'est vrai qu'on a des difficultés au niveau du temps soignant. Ça reste notamment dans des contextes de réduction d'effectifs sur les hôpitaux. Ceci dit, souvent on gagne du temps à avoir une réponse adaptée et c'est le message que j'essaye de transmettre en évitant souvent d'autres complications qui sont plus chronophages, qui vont être plus chronophages, tout compte fait. Donc c'est vrai que si on prend un temps d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, et ben ce temps-là probablement on le gagnera en apaisant cette personne et qui va pas nous solliciter par exemple à multiples reprises plus tard. C'est qu'un exemple.
Donc, suite à cette fusion, on participe maintenant au groupe de travail de la sous-commission du CHU, dont sont responsables Isabelle et Rebecca. Et bien sûr, je participe à ce groupe de travail. Donc, d'autres protocoles sont en cours de réalisation. Cela permet de partager encore plus notre expérience. On va privilégier toujours les utilisations de peu d'huile essentielle, des protocoles simples, privilégier la formation des soignants. Mais bon, c'est une plus grosse machine, donc il va falloir s'adapter aussi à ça, à ce rythme qui est un petit peu différent dans le développement des protocoles et des actions à mener. Et puis, je pense que par contre, on va pouvoir développer des axes de recherche, j'espère, plus facilement, du fait de l'appui de la structure hospitalière universitaire. Une des difficultés, c'est aussi d'être informé de ce qui se passe ailleurs. Moi, je dis toujours, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il faut, si certaines équipes ont travaillé sur quelque chose, qu'on puisse en bénéficier, qu'on puisse se soutenir, partager aussi des études, etc. Et pour ça, je tiens vraiment à vous remercier la Fondation Gattefossé, parce que depuis plusieurs années, vous nous aidez à cela. Vous nous aidez à faire un état des lieux, à partager nos expériences, à nous faire connaître. Et par le témoignage d'aujourd'hui, c'est aussi cet objectif-là. Donc, merci encore, merci pour votre soutien. Tout à fait. Merci, docteur. Isabelle? Alors, Anne vous a presque tout dit. Aujourd'hui, on a fusionné avec le CHU. Je ne suis plus le pharmacien référent des achats parce que là, j'étais toute seule. Voilà, j'étais seule, donc j'étais polyvalente. Il y a maintenant un pharmacien qui référence. Mais elle s'appuie quand même beaucoup sur moi. Elle me dit toujours, c'est toi qui connais les huiles, c'est pas moi. Donc, il y a toujours la même exigence de qualité sur le référencement des huiles essentielles. On était en laboratoire pharmaceutique. On va peut-être entrevoir la possibilité de quitter certains grands labos pour aller vers d'autres. Ça n'est pas complètement fermé. C'est toujours aussi sécuritaire. Les protocoles doivent être validés par le COMEDIMS, la commission des médicaments et des dispositifs médicaux. Ça, c'est obligatoire. Donc, j'ai présenté des protocoles récemment. Il y a eu plutôt un bon accueil de la part des services, une volonté de proposer peut-être de faire des, moi je ne trouve plus pas des essais cliniques, mais enfin de la recherche. Bon, donc là c'est peut-être qu'on pourra, mais j'ai été très agréablement surprise. Donc la règle pour pratiquer l'aromathérapie au CHU, ça reste la même. Une huile essentielle de qualité bio et chémotypée à partir de protocoles validés, notamment à la COMEDIMS, qui sont intégrés dans la gestion documentaire du CHU, avec l'accord du chef de service et utilisés par du personnel formé. Et comme vous l'a dit Anan, c'est peut-être là que la difficulté est la plus grande. Un grand turnover de personnel, peu de temps pour se former, et ça va peut-être être justement le défi de la sous-commission d'essayer on a déjà référencer les gens les soignants qui étaient formés. Il va falloir que, si on veut que ça continue, il va falloir qu'on se penche là-dessus, qui est formé, qu'on essaye de relancer ces formations. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, on a quand même quelques idées de protocoles, ne serait-ce que pour faire entrer au CHU une autre huile essentielle que nous, on utilise déjà sur le pôle médico-social. Voilà. Donc, on a quand même des projets. Des enjeux. Bon. Voilà, des enjeux. Et vous, Rebecca?
Donc moi, l'aromathérapie, j'en suis convaincue, c'est un outil puissant dans la relation soignant-soigné. J'attends beaucoup du nouveau groupe Aroma du CHU pour remettre en route certaines huiles, car moi, j'ai plus que la lavande fine dans ma boîte à outils. Et la lavande, c'est une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, je suis très limitée. Je suis sûre que nous pourrions trouver des synergies d'huiles intéressantes pour la détente, des huiles qui seraient choisies avec soin pour leur tolérance. Et le soulagement de la douleur passe en grande partie par la manière dont le soignant va prendre soin du patient, et l'aromathérapie permet d'améliorer ce soin et créer un levier d'efficacité. Donc, je vais me permettre de conclure cet entretien avec la lecture d'une note qui m'a été donnée par Madame Chapotte, présidente du CLUD du CHU d'Angers et médecin anesthésiste, qui écrit « L'aromathérapie retient l'attention de la sous-commission moyens non médicamenteux du CHU d'Angers à laquelle participent les personnes qui viennent d'intervenir. Madame Isabelle Martin, pharmacienne, Madame le docteur Besselièvre et Madame Rebecca Humeau, kinésithérapeute. Nous bénéficions de l'expérience de Madame Martin et du docteur Besselièvre depuis que le centre médico-social où elles exercent a intégré le CHU d'Angers. Cette sous-commission s'attache, avec l'aide de la pharmacie, à ce que l'aromathérapie soit appliquée au sein du CHU, dans le respect de bonnes pratiques et en utilisant des huiles essentielles de qualité. Dans un premier temps, nous privilégierons la rédaction d'un nombre limité de protocoles en accord avec la pharmacie de l'établissement. Il nous semble important d'identifier parmi les personnes formées à l'aromathérapie au sein du CHU quelques personnes ressources qui pourront promouvoir ce soin dans les services avec l'accord de leurs responsables. Il sera ensuite nécessaire de pouvoir établir un bilan de cette pratique avant d'envisager l'extension de son champ d'action. Voilà, je vous remercie et encore bonne suite pour votre projet d'aromathérapie au CHU d'Angers. Au revoir. Merci bien. Merci. Merci.